Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les 54 communes de la vallée de la Somme sous les eaux, mais les inondations semblent progressivement se stabiliser. Au total, 1,5 million d'habitations touchées et 600 personnes évacuées. À la SNCF, retour à la normale du trafic sur les 2/3 des destinations, la fin du tunnel au 11e jour de la grève, mais toujours des perturbations à prévoir demain en attendant la reconduction ou non du mouvement dans quelques dépôts. Le marathon de Paris, ils étaient 30 000 à tenter leur chance, mais seuls quelques élus ont réussi à remporter l'épreuve. 2h10 pour le vainqueur. Chez les hommes comme chez les femmes, ce sont les Kenyans qui ont dominé la compétition. Et puis du cinéma avec la sortie du dernier film réalisé par Robert Redford, La légende de Beggar Vance, l'histoire d'un jeune surdoué du golf traumatisé par la guerre et qui va retrouver peu à peu le goût de vivre et de jouer. Dans la vallée de la Somme, officiellement, les autorités locales parlent cet après-midi d'une stabilisation des inondations. En réalité, sur le terrain, les habitants constatent que l'eau monte en effet moins vite que les jours précédents, mais que néanmoins, les maisons continuent d'être envahies par les eaux dont le niveau progresse toujours, même si le rythme est ralenti. L'exemple de cette petite commune de Mareuil-Cobert, où se sont rendus Anne Mourgue et Dominique Mas, le désarroi et le découragement des villageois qui vivent les pieds dans l'eau depuis plus d'une semaine. Depuis quelques jours, le village de Bernadette a bien changé. C'est maintenant en barque qu'elle doit venir livrer ses journaux. C'est plus un village, c'est un lac. C'est affreux, c'est désolant. De jour en jour, il n'y a plus rien. Les jardins qui étaient si bien entretenus, il n'y a plus rien. La moitié du village a ce soir les pieds dans l'eau. La plupart des habitants ont fui. Pour ceux qui restent, en plus du journal, une baguette de pain et quelques mots de réconfort. Merci, bonne journée. On est obligé d'aller avec ses bottes au bord du lit. On descend les pieds dans l'eau si on oublie de mettre ses bottes. Pour la toilette, on lave. Affreux. Le maraîcher, comme le garagiste, ont dû fermer boutique. En ce dimanche des rameaux, même la petite chapelle est sous les eaux. En face, Philippe est sans doute le plus touché des 1000 habitants. Là, vous êtes dans le salle-salon, voilà, il y a 65 cm d'eau, et puis maintenant, si vous voulez, vous pénétrez dans la cuisine. Il a pu sauver les meubles, mais ne se fait guère d'illusions sur l'état de la maison. Alors, à savoir comment on sera dédommagé, hein, ça c'est encore une autre question, parce que, bon, les assurances, on y laisse toujours des primes, de toute façon. Vous nous tenez au courant de savoir s'il faut vraiment de la bâche ou pas? La petite mairie a été transformée en cellule de crise. Face à la demande, on est un peu débordé. Les gens demandent à ce qu'on surélève leurs meubles avec des parpaings, les gens demandent à ce qu'on déménage des meubles, les gens demandent à ce qu'on amène du sable pour empêcher l'eau d'arriver, etc. Les pompiers, les dizaines de bénévoles sont sur tous les fronts. Ensemble, ils tentent de protéger les maisons qui, cette nuit sans doute, seront inondées. Nous, on n'est pas du village. Hein. Moi, je viens de Beauchamp. Il y a des gens qui sont de Pendé, de Saint-Valéry. Il y a un petit peu tous les casernes, les petits corps de sapeurs-pompiers de la Somme. Donc ce matin, on ne se connaissait pas. Et puis, on a formé une équipe. Et puis, nous voilà sur le terrain. L'eau devrait continuer à monter pendant encore au moins 2 jours. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre péril guette maintenant les habitants, les pilleurs qui déjà commencent à rôder dans toutes les zones sinistrées. Au total, donc, 54 communes victimes des pluies diluviennes, auxquelles se sont ajoutées les marées d'équinoxe. 600 personnes évacuées et à Abbeville même, plusieurs quartiers ont été envahis par les eaux. Agnès Méninier. La gare d'Abbeville, coupée du monde. C'est la commune la plus touchée du département. Dans la Somme, ce soir, une vingtaine de routes sont fermées. 1500 habitations sont inondées et 600 personnes ont quitté leur domicile. Aujourd'hui, le préfet en personne s'est embarqué dans la galère, celle des habitants de Fontaine-sur-Somme qui depuis 15 jours vivent dans l'eau. Pour eux, c'est la 4e crue en 10 ans. Alors ici, les habitants, maire en tête, s'interrogent. Ils dénoncent le mauvais entretien des berges de la Somme et du canal d'assèchement prévu pour contenir les crues. Ils se sentent également un peu seuls. Je ne comprends pas qu'en haut lieu, c'est-à-dire niveau préfecture, on n'est pas envoyé du renfort. Moi, ça me... Et aujourd'hui, le préfet est ici? Oui, il est ici, il est tout seul, avec 50 gendarmes là-haut. Et puis ça sert à quoi? À rien du tout. Pourtant, 270 militaires sont mobilisés sur la région d'Abbeville. Et pour couper court à la polémique, les autorités rappellent qu'il n'a jamais autant plu depuis 1920. Et que les grandes marées d'aujourd'hui et de demain
obligent à laisser les écluses du canal fermées pour éviter en plus la montée de la mer, une situation exceptionnelle. Quand on me dit, mais est-ce qu'il a déjà déclaré l'état de catastrophe sanitaire? Je dis non, pas encore. Mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il le sera. À Abbeville, les habitants s'organisent pour une nouvelle nuit. On passe la nuit ici parce que, en plus, on a peur de la foche. Il y a déjà des antécédents là plus loin. Les maisons ont été pillées, donc on essaie de se respirer. Pour tous ceux qui ne savent pas où dormir, un gymnase reste ouvert. La nuit dernière, il a accueilli une trentaine de personnes. Dans le Calvados, à présent, ce dimanche des Rameaux et en pleine messe, l'église de Meule a été évacuée, plusieurs fissures faisant craindre l'effondrement d'une partie de l'édifice. En effet, l'affaissement du sol, l'infiltré d'eau a provoqué l'évacuation pendant la célébration de la messe des 160 personnes qui priaient à l'intérieur. Une femme a été légèrement blessée à la cheville. L'entrée du cimetière est également interdite. Un périmètre de sécurité installé autour de l'église. La semaine qui s'ouvre devrait être plus supportable pour les voyageurs. La fin de la grève en perspective. Le trafic ferroviaire déjà ce dimanche était à peu près normal pour les 3/4 des destinations. Et afin d'aider ou soutenir les vacanciers encore quelque peu désorientés sur les quais, c'est le PDG en personne, Louis Gallois, qui répondait aux questions des usagers à la gare de Lyon en fin d'après-midi. Restent quelques poches de résistance avec toujours la grève reconduite jusqu'à demain à Marseille. Jean-Bernard Schmitt. Ils attendent, mais cette fois-ci, cela ne devrait pas être trop long. Le trafic SNCF est en effet redevenu normal sur de nombreuses lignes durant le week-end, mais malgré cette amélioration, les voyageurs restent prudents. Je demande à l'accueil, apparemment tout va bien se passer, mais bon, je préfère être tranquille, bien installé et pas avoir de problème. Des problèmes, il y en aura de moins en moins demain. Trafic normal pour les TGV hormis entre Paris et Dijon. 2 trains sur 3 en moyenne sur les grandes lignes. Et 10 régions retrouveront un trafic TER normal dès demain. En Ile-de-France, enfin, les trains circuleront sans encombre depuis les gares du Nord, Saint-Lazare et Montparnasse, 1 sur 3 gare de Lyon et un trafic encore difficile, gare de l'Est. Pour la SNCF, l'heure est désormais à la reconquête du public. Convaincre les usagers tout en défendant l'entreprise, ce n'est pas simple. Ils font un métier qui est un métier de très forte responsabilité. Non, ce sont des très grands professionnels. Quand vous avez 600 personnes derrière vous, c'est un métier qui demande d'être un très grand professionnel. Je ne pense pas que les conducteurs soient surpayés. C'est pas du tout mon point de vue. Quand ils me demandent 8% d'augmentation de salaire, je ne suis pas capable de les donner, c'est tout. Bilan difficile également pour les syndicats. Majoritaire dans l'entreprise, la CGT aura été dépassée par Sud ou encore la Fédération des conducteurs. Riposte ce soir. Je juge simplement que tout le monde n'a pas eu le même souci dans cette affaire. Lorsqu'on est dans une assemblée générale, on ne cherche pas uniquement à savoir quelle est la décision qui va davantage faire parler de soi le soir au journal télévisé. Officiellement, il ne reste que 18% de grévistes parmi les conducteurs. Les derniers dépôts bloqués doivent décider ou non de reprendre le travail demain matin. À l'évidence, la facture de cette grève au 11e jour est déjà sévère, tant pour le fret que pour le service voyageur. Le ministre des Transports se disait lui-même inquiet dès vendredi. Chiffres en main, les premières estimations avec Stéphane Despinois. D'heure en heure, la note est devenue plus salée pour la SNCF. Lorsque la grève est générale, que rien ne roule comme en 95, cela coûte à l'entreprise 100 millions de francs par jour. Cette fois, tout n'a pas été bloqué, mais 1500 trains à quai ont suffi à désorganiser le trafic, de quoi grignoter les recettes de la SNCF. En plus, il faudra aussi rembourser les voyageurs qui sont restés bloqués. Toutes les personnes qui ont un billet ou une réservation peuvent se faire rembourser intégralement, sans retenue, au guichet et sans aucune limitation de date. Le coût de la grève devrait ainsi avoisiner les 450 millions de francs. Mais à cela, il faut ajouter le fret. Ce soir, plus de 700 trains de marchandises sont encore en rade dans les gares de triage. Les entreprises ne sont plus approvisionnées ou obligées de trouver des solutions de rechange. Ces sociétés clientes réunies en groupement ont bien l'intention de présenter la facture. Nous allons chiffrer les surcoûts occasionnés par les moyens de dépannage que nos adhérents ont mis en place. Et nous allons les présenter à la SNCF et négocier avec elle. Ça se chiffrerait, il est encore trop tôt pour le dire quand la grève n'est pas terminée, mais certainement à plusieurs dizaines de millions de francs.
L'an dernier, la SNCF avait tout juste réussi à sortir la tête de l'eau. Elle avait même dégagé un léger excédent. Avec cette grève, toute perspective de bénéfice est écartée. Dans l'Isère, une violente collision entre deux voitures hier a provoqué la mort des 5 passagers du même véhicule, tous des jeunes. Apparemment, le conducteur aurait perdu le contrôle dans un virage. Stéphane Bretner. Une courbe, 2 voitures face à face, le choc terrible. Hier soir, vers 22 h, sur la nationale 85, une 206 avec 5 jeunes passagers part en toupie sur la route et se retrouve sur la voie opposée. Un couple à bord de cette voiture ne peut éviter la collision. La 206 termine sa course sur le toit contre un arbre. On pense toujours à la vitesse, comme de bien entendu. Et dans le véhicule qui a donc quitté la chaussée, qui sera à l'origine de l'accident, on dénombre 5 personnes décédées. Et dans l'autre véhicule, qui arrivait en sens inverse, nous avons 2 personnes blessées, dont une très gravement. Les équipes de secours arrivées sur place auront le temps de désincarcérer les 2 blessés avant de les conduire à l'hôpital. Pour les 5 jeunes, il est trop tard. Difficile d'expliquer pourquoi la 206 a dérapé. La vitesse, la pluie, des paramètres habituels dans ce genre d'accident, mais l'enquête en dira davantage. Chaque jour, plus de 20 personnes meurent sur les routes de France. Amsterdam, une explosion en fin d'après-midi dans un établissement de restauration rapide a provoqué un incendie dans un des terminaux de l'aéroport, mais le feu aurait été rapidement sous contrôle. Reste que plusieurs milliers de passagers ont dû être évacués, mais il n'y a aucun blessé. Seule visible une colonne de fumée qui montait d'une des nouvelles ailes de l'aéroport. Il s'agit du 2e incendie depuis le début de l'année. Un mot de politique avec l'annonce de Bruno Maigret qui se portera candidat à la présidentielle de 2002. Faudra-t-il encore qu'il réunisse les 500 signatures d'élus indispensables. Sur la place Saint-Pierre au Vatican, des dizaines de milliers de fidèles réunis pour ce dimanche des Rameaux célébré par Jean-Paul II. Pour ce premier jour de la Semaine Sainte, différentes célébrations en Italie et en France. Agnès Gardet. Du buis ou des palmes, ailleurs de l'olivier, qu'importe le rameau, c'est le symbole qui compte. Ce matin, cette église du 20e arrondissement de Paris a ouvert ses portes et c'est dans la rue que l'on a prié. Métissage et fraternité, pour la première fois la messe a été célébrée par des Français et des Croates. Quelle que soit la langue que nous parlons, quel que soit le pays d'où nous venons, quelle que soit la couleur de notre peau, notre culture, ce qui nous rassemble, c'est le Christ, puisque les uns et les autres, nous croyons en Jésus-Christ, nous essayons de vivre notre foi. Selon les évangiles, le dimanche des Rameaux rappelle l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Il est surtout le premier jour de la Semaine Sainte, temps fort dans la vie des chrétiens. Je suis heureuse. Qui nous rassemble les uns et les autres, c'est notre foi. Oui, votre message un jour comme celui-là. La langue que nous parlions, la couleur de notre peau, qu'on se réunisse encore plus souvent, que ça se renouvelle une fois, qu'on répète la même chose, qu'on soit unis, qu'on s'entende tous, qu'il y ait la paix. Pour Jean-Paul II, c'était l'occasion ce matin depuis la place Saint-Pierre de s'adresser aux jeunes catholiques, en particulier à cette délégation canadienne, car c'est à Toronto qu'auront lieu les prochaines journées mondiales de la jeunesse en 2002. Je vous encourage à bien vous préparer pour le prochain rendez-vous de la Journée mondiale de la jeunesse, qui aura pour thème « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Pape qui, malgré ses 80 ans et la maladie, ne compte pas s'arrêter. Il a rappelé qu'il présiderait chacune des célébrations à venir jusqu'à Pâques, point d'orgue de cette Semaine Sainte. Une page scientifique avec cette première mondiale réalisée par une équipe de physiciens français. Leurs travaux ont permis de mettre au point une nouvelle génération de lasers, une porte ouverte vers l'infiniment petit avec pour application directe des puces électroniques plus miniatures que miniatures. Voilà pour les réalisations pratiques, mais l'intérêt essentiel de ces recherches fondamentales est d'avoir trouvé un nouvel état de la matière. Les explications très nécessaires de Romuald Bonan. L'école normale supérieure, 3 prix Nobel de physique, une réputation qui n'est plus à faire et un énorme budget. Dans les sous-sols, depuis 3 ans, des physiciens tentent de concrétiser une idée folle, prédite par Albert Einstein en 1920. Trouver un nouvel état de la matière, ni liquide, ni solide, ni gazeux. Une première mondiale que convoite cet autre laboratoire du CNRS, l'Institut d'optique d'Orsay. Plus petit, moins connu et moins riche, mais c'est ici, une semaine avant les autres, qu'on vient d'obtenir un résultat surprenant. La matière, normalement,
on conçoit que c'est des particules, c'est des petites choses qui se comportent comme des billes. Et quand la matière arrête de se comporter comme une bille, ces billes, ils perdent leur identité unique et ils deviennent des ondes. C'est assez surprenant. Et donc ces atomes, ils ont des comportements qui sont complètement inhabituels. Un nouvel ordre de la matière obtenu dans cette drôle de machine. Enchevêtrement de câbles, de systèmes optiques, de faisceaux laser. Le but, observer le comportement d'un gaz, l'hélium, et plus particulièrement celui de ses atomes. Dans cette colonne, des centaines de milliards d'entre eux, ici en rouge, s'entrechoquent à la vitesse d'1 km par seconde et à haute température. En les bombardant de lumière laser, ils vont être ralentis jusqu'à 1 mètre par seconde. Ils vont aussi se refroidir à des températures extrêmes. Moins 273 degrés, le froid absolu sur Terre. C'est juste à ce moment-là, pendant 2 petites secondes, que les physiciens les ont piégés et se sont aperçus que les atomes révélaient de curieux penchants. Ils s'organisent. Quand la température est suffisamment basse, ils se comportent un peu alors tous comme un seul atome en fait. Comme d'obéissants petits soldats, des milliards d'atomes vont libérer la même énergie au même moment dans la même direction. Propriété semblable à celle des lasers optiques classiques, mais beaucoup plus fins pour les lasers à atomes. On peut envisager d'utiliser ces pinceaux, ces faisceaux de lasers atomes pour faire de la gravure ou ce qu'on appelle de la lithographie, la nanolithographie, parce que ça sera à une échelle très petite. De nouveaux outils qui repousseront les limites de l'infiniment petit pour dessiner des circuits électroniques minuscules et miniaturiser les puces des ordinateurs et des téléphones portables. Les 24 aviateurs américains retenus en Chine sur l'île de Hainan s'apprêtent à passer une 2e semaine de détention. Au plan diplomatique, le secrétaire d'État américain Colin Powell hausse le ton, indiquant qu'une solution rapide est nécessaire et que les États-Unis n'ont en aucune façon l'intention de s'excuser. Jean-Marc Illouz. Ces images furtives, celles de l'hôtel où serait actuellement retenu l'équipage de l'avion espion américain qui s'est posé en catastrophe, voilà une semaine déjà, sur l'île chinoise de Hainan. Non loin de là, l'attaché de défense américain venu de Pékin fait le compte-rendu de sa 3e rencontre avec les 24 aviateurs américains. Bonne santé, bon moral, mais nous allons demander, dit-il, de pouvoir désormais les voir 2 fois par jour. De son côté, un porte-parole chinois vient répéter que les Américains feraient mieux de présenter leurs excuses. Le pilote de chasse chinois, dont l'appareil est entré en collision avec l'avion américain, est toujours porté disparu. Et pendant qu'en coulisses, Américains et Chinois négocient un partage des responsabilités de la collision où chacun puisse sauver la face, à la télévision chinoise, les pleurs de l'épouse du pilote disparu nourrissent l'indignation de l'opinion publique. À Washington, les principaux responsables de l'administration Bush, ici le vice-président, font tout pour calmer le jeu et demandent la libération rapide des aviateurs américains. Mais le secrétaire d'État américain, Colin Powell, répète « Nous n'avons aucune raison de nous excuser, c'est très important aux yeux des Chinois. Cela dit, nous essayons quand même de trouver une solution. » Mais pour l'instant, le bras de fer Pékin-Washington continue. Je vous propose à présent, toujours en Chine, ce document exceptionnel, un village suspendu hors du temps avec pour modèle la doctrine du président Mao. Toute contestation du système comme aux heures les plus dures du communisme est impossible. Reportage sur cette commune irréductible au moment où le vent du libéralisme et du capitalisme souffle sur le pays. Philippe Rochaud et Tristan Lebras. Karl Marx et Mao Tse-tung veillent chaque jour à l'entraînement des 500 élèves du village de Nantier. Ici, on se lève à 5 heures du matin car il faut être en forme pour participer à la construction du socialisme. Un socialisme pur et dur, mais qu'il faut aussi défendre. 1500 miliciens sont là pour ça. Chaque ouvrier doit passer une année de formation ici avant d'entrer dans le monde du travail. Nous faisons tous les jours cet entraînement, c'est notre devoir de miliciens. Car l'économie de notre village est comme un navire qui vogue et qu'il faut protéger. Protéger Nanjie, c'est d'abord défendre les acquis de la révolution menacés par la vague du libéralisme économique qui balaie aujourd'hui la Chine. À Nanjie, on maintient le collectivisme et les ouvriers, même venus de l'extérieur, sont logés gratuitement.
On a des avantages ici. On nous distribue chaque mois des serviettes, de la lessive et de la nourriture. Mais le prix à payer, c'est la rigueur et la discipline. À l'usine de nouilles, on entre en rang 3 par 3 et la journée commence par l'éloge du Parti communiste chinois. Sans le parti, dit cette chanson, il n'y a pas de Chine nouvelle. Le parti a sauvé le peuple et montré la voie de sa libération. 600 ouvriers travaillent dans cette usine de nouilles. Ils touchent le même salaire que les patrons, environ 200 francs par mois. C'est peu, mais à Nantier, tout est gratuit ou presque, et les leçons sont bien apprises. Je travaille ici depuis 1 an et j'ai une bonne vie. La discipline est bonne et on rencontre des gens de qualité. À Nantier, comme au temps du collectivisme imposé par Mao, on distribue gratuitement la nourriture. Aujourd'hui, les œufs. Mais les familles reçoivent aussi de la viande et de la bière locale faite au village. Chaque mois, on a droit à ça. 1,2 kg par personne. Mais vivre à Nantier, ça se mérite. Dans ce village de 13 000 habitants où l'on vénère encore Lénine, Staline et bien sûr Mao, la seule critique qu'on ait le droit de faire, c'est sa propre critique. Voilà 15 ans que le village fonctionne avec cette rigueur et cette discipline ordonnée par le chef local du parti, Wang Hongbin, grand admirateur du président Mao et inconsolable depuis sa disparition. Le président Mao est mort, mais sa grande pensée est toujours vivante dans le cœur du peuple chinois. Et elle ne sera jamais démodée. Alors, pour que les enfants de Nantier s'imprègnent bien de la pensée de Mao, le chef du parti a introduit dans les programmes quelques chansons révolutionnaires. Le soleil rouge se lève à Tiananmen et Mao Tse-tung nous conduit vers l'avant. En France, premier week-end des vacances de Pâques, avec pour les vacanciers qui ont eu souvent toutes les peines du monde à rejoindre les sports d'hiver, une divine surprise à l'arrivée de la neige comme aux arcs. Gilles Marine et Daniel Lévy. 2000 mètres d'altitude, 8 heures du matin et 30 cm de neige fraîche. Avant l'arrivée des skieurs, il est temps de sortir l'arme anti-avalanche. Dans le bon sens, hein, vraiment. Donne-moi le saucisson, Lulu. Et le saucisson des arcs, c'est du sérieux, du genre qui disperse, qui ventile, qui atomise, bref, une recette maison. Ça explose en hauteur et c'est plus efficace que dans la neige. Ça y est. 9 heures, ouverture des pistes. Les engins sont loin d'avoir damé tout le secteur. Les bons skieurs sont à la fête, les autres devront se méfier. Parole de secouriste. Oui, ben aujourd'hui, il y a un peu de brouillard, la neige est lourde. Il faut être très prudent parce qu'on ne voit pas les bosses et tout. Donc c'est comme ça, ouais. La journée d'aujourd'hui. Une journée de rêve en fait, quelle que soit la visibilité, pour des vacanciers qui ont parfois galéré pour atteindre la station et à qui on avait prédit en plus le manque de neige. On s'amuse, on skie comme on peut, mais on s'amuse. À condition de s'y retrouver dans cet immense domaine skiable, plusieurs vallées, des dizaines de pistes, de quoi y perdre vraiment, parfois, la géographie. Ça compte jusqu'à quand la neige là? Là, au mois de mai tranquille, pour les vacances, vous allez voir. Vous me direz? Ok. De quoi oublier tous les désagréments. À la grande loterie de la neige, il semblait bien cette année que les vacanciers de Pâques soient les grands gagnants. Le marathon de Paris, 30 000 concurrents avec la rage de vaincre se sont élancés ce matin. Ce sont les Kenyans, tant chez les hommes que chez les femmes, qui ont dominé de bout en bout cette compétition avec l'arrivée du vainqueur, Simon Bivotte, qui a remporté la 25e édition devant 2 autres de ses compatriotes en 2 heures 9 minutes 40 centièmes. Le premier français, Mohamed Ezer, arrive en 4e position. Chez les dames, ce sont aussi 2 Kenyanes qui s'emparent des premières places. Abdel Mostefa. Invité 28 000 fondus de course à pied. Bonjour à Denise.
Certains viennent de Bretagne, d'autres sortent à peine de leur douche. Et vous, monsieur? Oui, je suis, mais c'est bien. Donnez leur rendez-vous au pied d'un monument de la capitale. Vous voilà fin prêt pour le 25e marathon de Paris. Pour réussir cet événement pédestre, chacun possède sa petite recette. J'ai taillé la barbe pour que le coefficient de pénétration dans l'air soit meilleur. Aux environs de 9 h, les pros s'élancent. Le vainqueur, le Kenyan Simon Bivotte, avalera les 42 km 195 en 2 h 9 minutes. Derrière, ça va forcément moins vite, d'autant moins vite que parfois la pause s'impose. Pierre-Alexandre se fait attendre, Laurent aussi. Alors on encourage les autres. On encourage tout le monde, là, vous quand je ouais. Et puis on peut dire Jean-Louis. Allez Jean-Louis. Il y en a bien un qui s'appelle Jean-Louis. Allez, on déguste. Le Beaujolais. Un Beaujolais 30 km plus tard, les pom-pom girls ont beau s'époumoner, ça devient très difficile. D'ailleurs, sur les 28 000 coureurs inscrits, plus de 5 000 ne franchiront pas la ligne d'arrivée. Pour le dernier, l'épreuve aura quand même duré 6 h 21 minutes. Mais le jeu en vaut la chandelle. Il paraît qu'un marathon réussi, ça donne des ailes. Venons-en à la Coupe Davis de tennis. Tout va mal pour la France. Cet après-midi, Arnaud Clément s'est incliné face à Roger Federer. La dernière chance française se joue en ce moment même. Nicolas Escudé rencontre le Suisse Bastel. Julien Beaumont. Roger Federer, Arnaud Clément, une rencontre aux allures de défilé. Le Français a eu beau sortir toute sa garde-robe, le Suisse n'a même pas prêté attention. Increvable Roger Federer, 2 matchs dans les pattes et toujours d'attaque. Il enlève la première manche 6-4, lâche la deuxième 6-3 et s'accroche dans la troisième. C'est à ce moment que le match se joue. Dans le tie-break, Clément, en haut de l'écran, a 2 balles de 7 et laisse passer sa chance. Federer ne se fait pas prier et remporte le jeu décisif. Poussé par le public, il finit sur un 6-4 dans la 4e manche et offre son 2e point à la Suisse. Ça se joue encore à quelques points, c'était un match un peu à l'énergie. C'est vrai que si j'avais gagné ce 3e set, ça aurait été une autre histoire. Tous les espoirs français se portent maintenant sur Nicolas Escudé, en ce moment malmené par Georges Bastel en haut de l'écran. Après 3 heures de jeu, les deux joueurs sont au coude à coude, 2-7 partout. Nicolas Escudé vient de remporter la 4e manche et s'apprête à recevoir le service. La Corse accueille en vedette l'une des stars de la bande dessinée qui n'est autre que René Pétillon, auteur de L'Enquête Corse, sacré meilleur album à Angoulême et vendu à plus de 200 000 exemplaires. Le dessinateur a réussi le difficile pari de faire rire les Corses, tout mouvement et toute tendance confondue, en leur proposant un drôle de miroir, album plutôt provocateur, mélangeant tous les clichés qui ont cours sur l'île de Beauté. Marie-Hélène Bonneau, Jean-Louis Melin. 12 ans qu'il n'avait pas mis les pieds en Corse. René Pétillon était plutôt méfiant. Comment allait-il être accueilli? Un triomphe, unanimité et consensus autour d'une bande dessinée, L'Enquête Corse. Pétillon y brocarde tout le monde. Les nationalistes, les patrons de bistrot, les gendarmes, tous s'y reconnaissent. Et sans rancune, parce que j'ai remarqué que dans votre livre, la ville... c'était manifestement, j'ai cru reconnaître, c'était manifestement Ajaccio. Les dessins de Pétillon n'épargnent personne. Quand il souligne les particularismes, les défauts, avec pour seules armes son crayon et son humour, le dessinateur réconcilie tout le monde. Même les nationalistes sont conquis. Il faut savoir rire de beaucoup de choses, peut-être pas de tout, mais de beaucoup de choses, et en particulier de nos travers collectifs. C'est ce que nous avons fait, sans aucune rancune, bien au contraire. En redécouvrant la Corse de l'intérieur, Pétillon n'est pas au bout de ses surprises. C'est pas une bombe, hein, mais bon. Ça a vraiment du caractère. Du caractère, les Corses en ont et de l'humour. Certains citent dans le texte des passages de la BD. Rien à dire, c'est le gendarme qui dit « Attendez, je vais vous expliquer, je sais ce qui s'est passé. » Voilà, ça j'ai adoré, parce que c'est plus que de la réalité aussi. Les personnages sont donc plus vrais que nature. Les lecteurs ont peine à croire que l'album a été écrit vu du continent. Je me demandais d'ailleurs s'il n'avait pas été en Corse, le dessinateur. Parce que pour connaître les histoires de bergerie, pour connaître ces histoires-là, il faut quand même approfondir la chose. Toute génération confondue, l'île de Beauté a conquis Pétillon. Il y a un accueil formidable et il y a une chaleur extraordinaire. Oui.
Je suis vraiment très touché par l'accueil qui m'est fait. Il rentrera rassuré, le dessinateur breton. Et même Astérix en sera vert de jalousie. Le festival du film policier de Cognac s'achève ce soir avec le grand prix du jury qui a été attribué à un film australien, Chopper, un long métrage particulièrement violent relatant la vie d'un criminel légendaire. En marge du palmarès, les couloirs du festival bruissaient de rumeurs et de chuchotements avec la préparation d'un événement inattendu offert à ce cinéaste, président à vie de la manifestation. Marie Jojouan et Bernard Connor. La constante de ce festival aura été le temps à broyer du polar. Ce qu'ont fait avec application les membres du jury pendant 3 jours, avec quelques petites pauses terroirs. Tandis que se tramait un complot émotion autour de Claude Chabrol, président à vie du festival. Jean-Yann, Michel Duchossois, Jacques Gamblin, Caroline Cellier, ils étaient tous en coulisses, venus de Paris. Une vingtaine de héros chabroliens, du boucher, de poulet au vinaigre, de au cœur du mensonge, pour lui rendre hommage. Et lui ne se doutait toujours de rien. C'est aussi un coup de cœur, de toi à moi ou de moi à toi, depuis plus que ça, parce que c'est la... Le choc de la surprise passée, chacun y est allé de son petit mot, préparé ou pas. Claude, je vous aime, et bien que je sache que vous n'avez pas d'ego, je ne doute pas que ça vous fera quand même plaisir. Je ne me lasse pas de t'aimer, je ne me lasserai pas de te le dire, mais comme ça prendrait des heures, je passe tout de suite le micro. Tu trouveras dans ce petit cabas, Claude, quelques figadés et autres saucissons. Tu as écrit des histoires très plaisantes, jouées par des acteurs intelligents et habiles. Et lorsqu'on regarde ton œuvre, on ne peut dire qu'une seule chose, cet homme-là a fait beaucoup pour la culture, pour la République et pour la France. 54 films à écharper du bourgeois et une seule récompense en 60 ans de carrière, le prix Louis Deluc pour Merci pour le chocolat. J'ai réussi à dominer mon émotion profonde et je m'évanouis. Je n'en peux plus, je ne tiens plus. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Bien qu'il avoue lui-même ne pas avoir d'ego, Chabrol a tout de même passé une belle soirée. Et la sortie sur les écrans du dernier film de Robert Redford, La légende de Bagger Vance, l'histoire d'un jeune champion de golf traumatisé par la Première Guerre et qui va retrouver le goût de vivre et de jouer au contact d'un mystérieux vagabond. Robert Redford a choisi de passer derrière la caméra, l'occasion pour le réalisateur d'explorer des thèmes qui lui tiennent à cœur. Pascal Deschamps. À 64 ans, Robert Redford n'a rien d'un cow-boy fatigué. Comblé par la vie, c'est lui qui le dit, son seul luxe est désormais de pouvoir reconstituer à l'écran non pas le monde tel qu'il est, non pas le monde tel qu'il fut, mais tel qu'il devrait être. Prenez son dernier film, d'un côté un jeune prodige du golf, traumatisé par la guerre et qui peine à retrouver son jeu, de l'autre un étrange inconnu qui va se transformer en guide spirituel. On est bien loin d'un film sur un exploit sportif. Qu'est-ce que vous avez dit ? Que vous avez perdu votre swing. On doit le retrouver. Il est quelque part dans l'harmonie de tout ce qui est. Ah. En sport, on utilise des formules comme « il a perdu son swing »,« il a perdu son jeu ». C'est une métaphore, cela veut dire qu'on n'est plus en harmonie avec soi-même, qu'on a perdu son âme. Ça nous renvoie à la mythologie. Le héros mythologique est toujours à la recherche de son être profond, c'est le sens de son errance. Qu'il parle de pêche, de chevaux ou de golf, Redford le sage parle de son Amérique idéale, de son Amérique perdue, comme le swing de son héros. J'aime ma terre. Tout ce qu'elle vit me touche personnellement. Tout ce qu'elle a perdu me touche personnellement. L'Amérique est devenue une terre du cynisme. La plupart des films cherchent à se faire remarquer en étant extrêmes. Extrêmement violents, extrêmement ironiques, extrêmement ceci ou cela. L'espace laissé à une véritable réflexion s'amenuise de plus en plus. Redford l'acteur, Redford le cavalier solitaire, Redford le producteur-réalisateur reste fidèle à lui-même en nous livrant cette fable optimiste sur la seule victoire qu'il vaut la peine de gagner,
la victoire sur soi-même. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Les 54 communes de la vallée de la Somme sous les eaux, mais les inondations semblent progressivement se stabiliser. Au total, 1,5 million d'habitations touchées et 600 personnes évacuées. À la SNCF, retour à la normale du trafic sur les 2/3 des destinations. La fin du tunnel au 11e jour de la grève, mais toujours des perturbations à prévoir demain en attendant la reconduction ou non du mouvement dans quelques dépôts. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko, à 20h50 Hit avec Al Pacino et Robert De Niro. Puis l'émission de Michel Drucker, vivement dimanche prochain, qui recevait Alain Madelin, sera diffusée après le journal de la nuit. Demain à 13h, Antoine Cormery. À 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Et puis en deuxième partie de soirée, mots croisés avec pour thème alcool, tabac, quels sont les vrais dangers? Faut-il dépénaliser les drogues douces? L'émission d'Arlette Chabot et d'Alain Duhamel aura comme invité le ministre de la Santé, Bernard Kouchner. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.